Mouais. C'est pas extra pour terminer la phase Jim Tantrum. Pour ceux qui savent pas, j'en ai parlé à quelques reprises, il y a cette phase de film qui a eu lieu entre Scooby-Doo sur les loups zombies et ce dernier film. Et ces films ont tous été réalisés par le même gars, Jim Tantrum, sachant que le premier, les loups zombies, il a été co-réalisé avec un autre. Et ouais, c'est la phase qu'on a tendance à trouver la plus réussie des films animés Scooby-Doo. Et je ne sais pas si c'est le cas, puisque je n'ai pas vu les suites, mais je ne sais pas si ce film-là est censé représenter la quintessence de ce qui se fait en film Scooby-Doo. Ça promet moyen pour la suite, hein, parce qu'il n'était pas fameux. Hein. Je trouve sincèrement qu'il y a un gros manque par rapport aux opus précédents qui proposaient quelque chose de recherché et pas juste un long épisode de Quoi de neuf Scooby-Doo à peu de choses près. On essaye un tout petit peu de marquer le coup vers la fin de façon un peu empotée, mais globalement c'est juste un long épisode de Quoi de neuf Scooby-Doo. J'apprécie Quoi de neuf Scooby-Doo, hein, c'est sympatoche comme série, mais ça n'a pas de quoi faire un format film comme ça qui marque particulièrement. C'est la petite aventure comme ça, sans prise de tête qui suit et qui va pas plus loin. Et si c'est juste censé être ça, un film Scooby-Doo dans lequel je suis censé avoir un petit peu plus d'attache, qui devrait avoir plus d'efforts recherchés, ben, ça va pas être extraordinaire. D'autant plus que, ouais, ça se détache entre guillemets de la formule en mettant la focalisation sur un seul point, c'est-à-dire toute la partie cartoon chasse, justement. Hein, ça s'appelle la cyberchasse, donc, vous voyez donc. Mais ça le fait pas très bien et ça perd une bonne partie de ce qui faisait le charme d'une histoire Scooby-Doo, en fait. Et au bout du compte, il leur sort quelque chose d'un peu fade. C'est du Scooby-Doo, pas particulièrement inspiré, qui s'oubliera vite. Ah oui, je vais vite oublier ce truc-là, je pense. Donc ouais, Scooby-Doo et la Cybertruck comme pas super bien présenté dans la VF à la croche. Scooby-Doo, c'est moi et la Cybertruck. Merci de me prendre pour un gamin de 5 ans, mec. Donc, ça commence dans un laboratoire avec des fioles et trucs muches, tout ça. Ça n'a absolument aucun lien avec ce qu'on met en place, mais on essaye de relier le principe de cybernétique et de travail de labo avec des fioles, alchimie, mon truc. Parce que ce film, tout de suite, je vous le dis direct, n'a absolument aucune idée de comment faire sa science-fiction. C'est de la grosse science-fiction bien grasse qui fonctionne au principe magique qui arrange bien ce qu'on veut raconter. Et ça fait l'amalgame de dire que ouais, la chimie, la recherche scientifique en tout genre, bah, ça rentre dans la cybernétique et tout ça, et ça se mélange, ça se fait en même temps. Science! Donc bref, on est dans un labo où il y a le docteur Einstein, parce que c'est totalement ça, on a repompé totalement le design d'Einstein et l'accent typique qu'on lui donne à celui-là. Mais enfin bref, il y a Albert Einstein, c'est pas son vrai nom mais je vais l'appeler comme ça, qui parle à ses deux étudiants, parce qu'il n'a que deux étudiants d'importance, on n'en voit aucun autre. C'est ce que je dis, okay, on prend même pas la peine de montrer un monde un tout petit peu recherché dans ce film. Bref, il parle à ces deux étudiants qui sont en train de finaliser leur projet, ce coup-ci cybernétique, et du projet d'un de ces deux-là sort un espèce de spectre, virus, on le précisera plus tard, on appelle ça le virus fantôme, qui les attaque. On ne justifie pas comment ils s'en sortent tout de suite, on précisera rapidement plus tard qu'il y a Einstein qui a réussi à le faire déguerpir avec un aimant. Ah, ça me dérègle totalement pas magie, science. Et ouais, j'ai l'accroche, tandis que on va faire le lien avec le Scooby Gang, qui se rend donc direction cette université où un des deux étudiants qui s'appelle Eric est un pote de lycée de notre groupe et les a invités pour participer, pour leur faire découvrir le nouveau jeu vidéo qu'il a programmé, qui se sert de leur image pour
Bah, pour jouer en fait, hein. Ce sont eux les héros du jeu vidéo. Et donc ils sont contents, ils sont appelés là, et ils vont découvrir le coin qui est à peine habité. On voit quasiment personne à part nos personnages centraux évidemment, et les suspects. Mais genre, quoi, on voit quelques personnes au-delà de ça. Sinon, c'est juste 4 autres personnes. Plus évidemment le spectre du virus fantôme et quelques monstres qu'on verra dans le jeu vidéo plus tard, parce que ça va totalement être centré là-dessus. Mais ouais, on voit juste donc nos héros qui découvrent donc ce coin rapidement, et les 4 personnages importants à noter, c'est-à-dire d'une part donc Einstein, le professeur typique avec son accent allemand comme ça, et il y a donc Eric, le pote de nos héros, Bill, son ami qui bosse sur un autre jeu de baseball, et qui n'a pas été sélectionné pour le grand concours pour recevoir un prix, parce que voilà, il y a un concours scientifique autour du jeu vidéo. On dit que c'est une sorte de concours scientifique, une fois de plus, la science... Bref. Donc il y a le gros vigile qui est là depuis 20 ans, qui veut que tout tourne rond, et très vite on les présente comme ça, de façon claire, on voit quels sont les 4 suspects possibles pour lancer directement dans le sujet. Le sujet, c'est qu'ils ont mis au point un système spécial pour programmer le jeu vidéo, donc science, une fois de plus, un rayon qui sert à matérialiser les objets dans le jeu vidéo. C'est pas juste ça copie les molécules pour mettre ça en tant que programme dans le jeu vidéo. Non, 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 ça fait disparaître l'objet et ça le met dans le jeu vidéo. Putain, faut vendre ça à la NASA, les gars. Vous avez un rayon qui peut vous transporter dans un monde virtuel comme ça, mais totalement le corps, esprit et tout et tout. Et ça marche sur n'importe quoi, n'importe quel objet et n'importe quelle personne vivante. Alors, ça marche tout aussi bien d'un côté comme de l'autre. C'est waouh! Waouh! Et carrément, hein, il a utilisé cette supra méga technologie pour mettre en place son jeu vidéo. C'était trop simple de bêtement programmer un jeu, on a une petite fonction pour rajouter des objets dedans comme ça. Ça devrait être un prix Nobel, hein, c'est pas juste un concours comme ça. Prix Nobel, regardez, on a inventé le transport dans la réalité virtuelle, dans le cyberespace, comme ils disent. Donc ouais, il y a ça qui est mis en place. Très vite, qu'on accepte direct. Et je vous cache pas, au début, je me dis, ok, très bien, je prends, j'accepte. Et plus ça allait, plus ça arrêtait pas de tirer sur la corde, et à un moment ça a cassé, hein, je vous cache pas. J'en parlerai quand ça viendra, mais pour l'instant, donc, on vous présente ça. Et il parle aussi du fait que le virus a surgi de ce même rayon, mais seulement il s'est pas matérialisé dans le jeu, il s'est rematérialisé à partir du rayon. Et ouais, c'est bizarre, ça peut être qu'un virus, ce truc-là, cette espèce de créature, et on se demande qui a programmé ça et comment on va gérer le truc. Donc nos héros se disent, ok, on est des bonnes poires, on va vous aider, on va mettre en place notre truc typique, habituel pour s'occuper de ça, avec, tant que j'y suis, rapidement, la petite routine usuelle qu'on fait autour de Sammy et Scooby, qui ne veulent pas, évidemment, participer à la chasse, mais qui décident de participer, comme d'habitude, parce qu'on leur promet des Scooby-Biscuits. Et voilà, c'est toujours le même principe. Ah, si je vous donne 2 Scooby-Biscuits, ah ouais, d'accord, on est des chiens. Sammy aussi, il marche comme ça. Je me dis, ok, vous êtes riche, je pense, vous devez avoir suffisamment d'argent pour que vous achetiez ça vous-même. Pourquoi vous faites avoir à chaque fois comme ça? C'est un détail, c'est juste, tant que j'y pense, vous devriez avoir votre réserve, devriez avoir de quoi vous payer ce genre de truc, hein. Apparemment ces biscuits sont disponibles pour tout le monde, pourquoi vous vous emmerdez, hein. Mais bon, c'est un détail, une fois de plus. S'il y avait que ça comme problème, ce serait rien du tout. Donc ils mettent en place, évidemment, la traque du virus, en se séparant comme d'habitude. On se moque un petit peu même de ça, ce qui est un petit peu drôle, hein, au début, j'étais quand même ouvert, hein, je vous cache pas. Au bout d'un moment, c'est devenu chiant, hein. Au début, il y a ça qui se met en place. On a Fred, Daphné et Vera qui tombent dans les sous-sols sur ce cybervirus qui les attaque, mais ils se défendent avec donc l'aimant, un des aimants que le professeur Einstein leur a donné, qui lui met une crampe. Le mec, il est perturbé par ça, mais quand ça le touche directement, ça lui provoque une crampe à l'endroit où ça a touché.
C'est assez drôle pour l'instant. Une fois de plus ça avancera, moins ça me fera rire, mais pour l'instant c'est assez drôle. Donc le mec il se barre avec une crampe et il viendra s'attaquer à Sammy Scooby qui sont en train de bouffer comme des gloutons pour rien, juste histoire de rallonger la durée du film, puisqu'on aurait pu sauter ça, que ça changerait absolument rien au déroulé, et qui finiront par se faire attaquer à leur tour par ça, et donc c'est la chasse typique. Alors, on est poursuivi par le monstre, on fait nos petites routines comiques, il y a la musique de Scooby-Doo par-dessus, une fois de plus, une réinterprétation, on va faire ça à chaque nouveau film, une réinterprétation de la chanson Scooby-Doo, où es-tu pour que, au bout d'un certain temps, ils finissent par rejoindre le groupe, ils sont tous réunis ensemble dans la même pièce, pour que, alors qu'ils se rentrent les uns sur les autres, il y a quelqu'un qui active le rayon matérialisateur sur eux, pour qu'ils se retrouvent matérialisés dans le jeu, transportés dans le jeu qu'a créé leur ami Eric. Et waouh, c'est un petit peu forcé ça, de créer cette propriété, mais je veux dire, ok, très bien. Et le problème que j'ai à partir de ça, c'est que à côté de maintenant, ça va juste être, on fait un niveau, on fait le suivant, action, gag cartoon, action, gag cartoon, monstre du moment, blablabla, gna. Voilà. Il va pas y avoir de recherche, il va pas y avoir de moment de réflexion particulière, il va pas y avoir de moment de personnage un tant soit peu notable, poussé, à part dans le dernier monde, et encore, je trouve qu'on aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Et donc, on va enchaîner les mondes. Là, il y a 10 mondes, on a mis ça en avant, quoi. Chaque monde, tu dois trouver la boîte de Scooby-Squee, c'est la récompense à avoir. Et quand tu trouves la boîte de Scooby-Squee, tu dois aller au suivant. Et déjà, première chose qui devrait frapper quand on pose cette question-là, c'est pourquoi il doit aller jusqu'au bout de chaque niveau, aller jusqu'au bout du jeu. Et la réponse, c'est que il n'y a pas de réponse. Si ce n'est que je peux pas les rematérialiser comme ça, il doit finir le jeu pour que ça se fasse. Pourquoi ? Parce qu'on vous encule. Ils le disent pas directement, mais ils auraient tout aussi bien pu le dire, parce que c'est pas logique. Vous avez matérialisé une boîte de Scooby-Squee dans le jeu, et vous l'avez rematérialisé juste après, on l'a vu dans l'intro de votre putain de truc, mais pour des êtres humains, non. La seule règle qui permet de les rematérialiser, c'est qu'ils terminent le jeu eux-mêmes. Ils peuvent pas autrement revenir dans le monde réel, quoi. C'est une règle scientifique, truc muche magique mon cul, qu'on a balancé comme ça pour justifier le scénario. Eh ben, allez vous faire foutre, hein. Allez vous faire foutre, hein, si vous voulez traiter le sujet comme ça, à la va comme je te pousse. Et c'est ça le problème principal. Je sais qu'il y aura certaines personnes qui diront attends, c'est quand même du cartoon, ça cherche pas à être ultra précis, ultra crédible. Et je trouve que c'est déjà ultra facile comme argument de balancer ça, dire c'est cartoon donc t'as pas à t'emmerder à réfléchir à la cohérence. Alors que énormément de cartoons essayent d'être un tout petit peu cohérents dans leurs règles, dans comment ils fonctionnent. D'autant plus que est-ce que vous êtes vraiment fan de Scooby-Doo ou vous cherchez juste les premières excuses pour justifier que tout va bien parce que vous aimez pas réfléchir? Parce que si vous êtes fan de Scooby-Doo, vous devriez savoir que c'est pas juste du gros cartoon gras à la Bip Bip et Coyote ou Ziggy et Charcot où on peut se permettre d'aller à des tonnes et tonnes d'extrêmes sans que ça n'ait la moindre incidence puisque nos personnages sont malléables. Dans Bip Bip et Coyote, on peut partir sur des tonnes d'extrêmes, on peut jouer un petit peu sur les règles de la physique pour créer des situations ultra cocasses parce qu'on a des personnages totalement malléables. Le coyote, il aurait dû crever des centaines de fois si c'était réaliste. Mais ça ne marche pas comme ça, Scooby-Doo. Scooby-Doo, ça a une portion cartoon assumée, mais légère. C'est du cartoon léger qui essaye quand même de cohabiter avec un récit recherché des personnages qui suivent des règles un petit peu précises, qui peuvent pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. À plusieurs moments, on a l'impression que nos personnages risquent leur vie s'ils risquent de tomber d'une certaine hauteur, s'il y a des objets pointus devant eux, ce genre de conneries. Quelque chose qui ne marche pas dans des cartoons très gros qui peuvent être très marrants, hein, quand on soit bien d'accord. Hein, Ziggy et Charcot et Bip Bip et Coyote, si je les ai cités, c'est parce que j'aime beaucoup ces cartoons. Mais ça ne marche pas comme ça, le cartoon de Scooby-Doo. Vraiment.
Et le cartoon de Scooby-Doo est censé juste aider à rendre plus léger les moments d'action, les moments de fuite contre les faux monstres, etc. C'est censé être juste ça le cartoon, appuyer cette partie-là et appuyer aussi quelques petits délires de certains moments qui sont plus ou moins drôles, qui me plaisent ou pas selon les circonstances. Comme j'ai dit, le côté on est des gros morphales de la part de Sammy et Scooby, ça m'a jamais fait marrer. Hein, j'ai conscience de ce truc-là depuis des lustres, hein, et si ça m'a jamais fait rire, c'est pas parce que j'ai conscience que c'est du cartoon que je vais me mettre à rire de cette merde-là, je sais pas rechercher, ça va pas très loin. J'arrive à accepter ça, j'arrive à accepter les petits délires cartoon lorsque, par exemple, Sammy et Scooby se déguisent en pleine chasse de nulle part, hein, je sais pas où ils ont trouvé leur costume, pour ralentir l'action et faire un petit effet gag. Je ne trouve pas que c'est la chose la plus drôle au monde, mais ça peut me faire sourire à quelques moments. Par exemple, j'ai conscience de ça. Le problème, c'est que cette partie cartoon, elle s'incruste dans une histoire globale où c'est une grosse moitié du temps, facilement, de la recherche, de la découverte d'univers, un mystère qui se pose, et nos personnages qui essayent d'enquêter. Enquêter de façon pas non plus ultra poussée, mais un tout petit peu quand même. Et lorsqu'à la fin, on a la réponse à la question, on confronte les méchants derrière le masque, ou des fois pas forcément tout le temps, mais bon, on ressent quand même qu'il y a quelque chose qui a mis en place cette révélation, et qu'il y a une petite histoire qui se savoure un petit peu, pas énorme, mais un tout petit peu quand même. Mais là, on fout tout ça à la porte, presque, parce que au bout de 12-13 minutes, hein, je crois que ça en est à 13 minutes de film, là, on est dans une configuration, pas juste cartoon, 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 cartoon. On ne prendra pas le temps d'appuyer un quelconque mystère, une quelconque découverte, c'est juste nos personnages qui passeront d'un monde à l'autre comme ça, et il y a du gag, de l'action qui vont pas plus loin que ça. Je veux dire, ça y est, moi je me suis fait un topo des différents mondes visités, je vais faire ça très vite, hein. À part pour le dernier, je vais passer un petit peu plus de temps dessus parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent et puis il s'étend très longtemps, mais qu'est-ce qu'on a ensuite? Le premier niveau, ils sont sur la Lune, ils sont attaqués par des espèces de spationautes extraterrestres bizarres, et le virus fantôme qui les contrôle, on va dire qu'il a piraté le jeu pour être à la tête de chaque groupe d'adversaires de chaque monde, on va dire ça. Et ils finissent par trouver la boîte de Scooby-Biscuit près d'une fusée qui s'est posée, rappelant l'alunissage de 1969. Ok, mignon. Le second, c'est une arène. Ils sont dans une arène attaqués par des gladiateurs squelettes. Et un lion géant, parce que pourquoi pas. Il y a une phase que j'ai trouvé un petit peu drôle où Fred emprunte la veste de Daphné pour jouer les toreros avec le lion. C'était un petit peu drôle et à la fin elle l'embrasse parce qu'il s'est montré un peu brave. C'était mignonnet, mais en dehors de ça, j'ai action, 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 la boîte de Scooby-Biscuit trouvée, sachant qu'ils ont mis le temps pour la ramasser, alors qu'elle était à portée depuis je sais pas combien de temps, ils ont fait durer ça un petit peu. Ils font durer beaucoup de trucs. Ensuite, après ça, nous avons la jungle préhistorique, sur laquelle on passe un petit peu de temps, parce que ils découvrent à cet endroit-là, avec les ptérosaures, le T-Rex qui est chevauché par le virus fantôme qui les attaque, qui se cache un petit moment, ils trouvent un dessin qui leur indique comme indice qu'il faut aller se rendre sur le volcan, et je dis, waouh, votre monde est super vaste en fait, hein. Chaque monde, c'est très ouvert. Si on peut se permettre d'aller très loin, qu'il y a de grandes distances à parcourir et qu'on peut même faire ça en chevauchant des mammouths, c'est dingue, hein. Enfin bon, voilà, il y a ça, et après on va passer à une liste assez rapide de la plupart des autres en chansons. Ouais. La plus oubliable de cette liste de films, cette chanson, hein, je trouve, hein. Vite sortie de la tête, hein. Donc, ouais, on enchaîne très vite le monde sous-marin. Ensuite, on a le monde mini où ils sont attaqués par une fourmi géante très vite. Après, on a un monde qui m'a fait un petit peu marrer avec la muraille de Chine où on voit Daphné combattre. Ce
qui me fait dire que si ça se trouve, le délire comme quoi c'est une combattante dans les films de Raja Gosnell n'est pas né d'absolument rien. Si ça se trouve, il y avait déjà ce genre de représentation de Daphné combattante avant. Après, je ne connais pas par cœur toutes les incarnations des personnages avant, avant quoi de neuf Scooby-Doo. Hein. Je ne suis pas un ultra spécialiste de la franchise Scooby-Doo, mais... Ok, donc voilà, c'est assez marrant cette partie-là. Après, nous avons l'Égypte antique, basique, des momies, le désert, mon cul, tout ça. Après, un univers de médiéval fantasy typique, là aussi, avec Samy habillé en chevalier, lui, une fois de plus, on ne sait pas où il trouve ce genre de truc. Et ensuite, le pôle Nord. Histoire de, très vite, en plus, ils atterrissent juste à côté des Scooby-Doo qui sont juste à un tout petit peu en hauteur, c'est tout. Hein. Des fois, l'objectif, il est ultra rapide à avoir. Et c'est tout. Voilà, c'est jusqu'à le dernier monde, évidemment, sur lequel je vais me pencher plus en détail. Et ce qui est assez drôle quand on voit cet enchaînement rapide de différents mondes, c'est à quel point... On sait que plus tard, ils s'inspireront de ces différentes configurations pour faire différents films. Je pense que pour tous ces films, peut-être à l'exception du mini-monde où ils sont Rikeki, et encore, on aura un film dédié à cette configuration-là. Donc, c'est assez marrant quand on y pense. Mais bon, le dernier monde, c'est un monde où ils se retrouvent en ville, donc époque actuelle, ils se disent « Ah, on est peut-être rentré », mais non, c'est le 10e. Ils ont bien compté, hein, ça correspond pile poil à 10 mondes, et ils se rendent compte assez vite qu'ils sont encore dans le cyberespace, et ils essayent de se cacher du virus fantôme qui les attaque une fois de plus, pour se réfugier dans un bar où ils rencontreront leur version cybernétique d'eux-mêmes, c'est-à-dire les personnages de Sammy, Scooby et compagnie qui ont été programmés par leur pote Eric. Et c'est la rencontre improbable et qui aurait pu être tellement plus forte que ça. En fait, on aurait pu dédier tout le film à cette rencontre, à comment ils jouent entre eux ces personnages, que ça aurait été plus intéressant parce que, étant donné qu'on a passé tellement de temps sur ces différents mondes qu'on a passé, on va passer un temps beaucoup plus notable sur ce dernier monde, qu'on soit bien d'accord, et on passe facilement une vingtaine de minutes dessus, facilement, mais c'est pas aussi long que ça le pourrait, et de ce fait, ça sent que ça veut rusher un petit peu certaines choses. Ce qui fait que les deux groupes s'acceptent très vite. Ils sont un petit peu surpris au début, ils se disent « Ah cool, il y a notre version double, il y a même les personnages du jeu vidéo qui se disent « Ah mais c'est nous de la vie réelle », parce qu'ils ont conscience qu'ils sont des personnages de jeux vidéo, ce qui est un petit peu bizarre quand on y pense, parce que logiquement vous ne devriez pas être des personnages contrôlables. Pourquoi vous auriez une personnalité identique à celle de nos personnages typiques des personnes réelles? Putain, vous avez confié énormément de trucs à votre pote Eric, hein, il vous connaît super bien quand on voit ce genre de trucs. Un élément qui m'a fait un petit peu sourire, c'est le fait qu'on ait repris les vieux trucs. Les vieux codes de nos personnages alors qu'ils étaient un petit peu plus modernes dans les films précédents. Donc on retrouve Fred avec son foulard, Daphné avec sa tenue de l'époque, le van de l'époque également. Donc c'est un petit retour de nostalgie étant donné que ils ont un tout petit peu modernisé les looks de nos personnages dans les deux films précédents. Je suis plus sûr pour Lilo Zombie, j'ai pas souvenir qu'ils aient changé à ce point le look, mais étant donné qu'il s'est passé un certain temps, oui, il me semble que c'est le cas quand même. Donc voilà, il y a ce petit rappel, vous vous souvenez du look comme ça, histoire de rendre ce petit hommage-là, avec le van aussi, alors qu'ils sont contents de se voir, que les personnages du jeu vidéo disent « On sait où se trouvent les Scooby-Squee », je sais pas comment, ils le savent. Et on n'y est pas allé parce que si on les trouvait, nous on reviendrait en arrière quoi, on referait le niveau 1 et la lune, le monde préhistorique, tout ça, c'est pas si grave hein. Ce monde-là il nous plaît bien, si on va pas chercher plus loin, mais étant donné que vous êtes sympa, on vous connaît bien, on va vous aider à aller prendre la dernière boîte pour pouvoir quitter ce monde. Et ouais, c'est le groupe en double qui vient se frotter
au virus fantôme et aux différents boss de ce dernier monde, qui se trouvent être des anciens monstres qu'ils ont combattus, mais pas des costumes, ce coup-ci c'est vraiment la version monstre totale de même, puisqu'on est dans le monde cybernétique. Et après, gag, gag, cartoon, cartoon, action, action, gag, gag, cartoon, action, action, action. De façon ultra étirée, et qui joue pas tant que ça sur cette rencontre improbable entre nos personnages et une version un tout petit peu altérée d'eux-mêmes. Et je trouve ça franchement dommage, quoi. Vous auriez pu faire plus de recherches là-dessus plutôt que de dire regardez, on se retrouve en faisant des trucs d'action ensemble. C'est tout en fait. Et après, j'ai pas énormément de choses à dire, c'est une accumulation d'action un peu pâteau, de pas ultra énergique. Quand on compare au film précédent, ça fait ultra téléfilm, mais totalement téléfilm, avec un budget beaucoup moindre. Ce qui doit être le cas, hein. Je pense que le budget était largement moindre par rapport au film précédent. Ça se sentait déjà un tout petit peu dans les films 2 et 3 quand on compare au premier, mais alors celui-là, je pense que le budget a encore été davantage coupé, hein. Et vous voyez que si on se suit, il y a des tonnes de gags. Et à un moment donné, étant donné que ils sont pas fichus de chercher plus loin que ça, ils vont juste duo par duo, c'est-à-dire un personnage et sa version cybernétique à chaque fois. Duo par duo pour combattre les monstres un par un dans un petit montage. Il y a un petit passage que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est histoire de pinailler, parce que bon, j'ai envie de pinailler sur une connerie quand même, parce que j'ai pas l'impression de pinailler que sur des conneries depuis quelques temps, et c'est pas aussi drôle que ça. Il y a un moment donné, il y a Scooby et Scooby qui essayent de se cacher d'un monstre en se faisant passer pour des chevaux de carrousel. Et je me dis, mais comment vous pouvez vous faire passer pour des chevaux de carrousel alors qu'il devrait y avoir des chevaux de carrousel justement dans là où vous êtes? Vous les avez enlevés des barres? Comment c'est possible? Ce genre de truc, mais bon, ouais, programmation, ouais, c'est pas grave, hein, une fois de plus, ça fait partie des petits chipotages à la con qui me sont venus comme ça. Mais enfin bon, c'est un enchaînement qui dure 12 minutes, un truc comme ça, hein. 12 bonnes minutes où on fuit un monstre, on a une petite confrontation, pas plus recherché que ça, et on passe à la suite, clac, 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 enchaînement. Ouais, ouais. Il n'y a rien qui met ça en place. Et étant donné qu'on n'évoque pas plus que ça les relations de personnages, à part des trucs ultra basiques, rapides, c'est une occasion manquée, sincèrement. C'est une situation, une configuration qu'aurait pu en elle-même, à elle seule, faire un film entier très sympathique sur comment ces personnages se rencontrent eux-mêmes. Mais vous faites du basique. C'est un peu dérangeant, je vous cache pas. Mais bon, au bout d'un moment, alors que les monstres finissent par être tous mis HS, reste donc plus qu'à affronter le boss final, c'est-à-dire le virus fantôme, qui est dans une salle d'arcade à attendre comme un blaireau, alors qu'il pourrait les attaquer de front direct, mais bon. Et ils se disent comment est-ce qu'on va faire, et c'est là que Samy se dit ah, je me souvenais que j'ai gardé l'élément qu'on m'a donné sur moi, qui pendant tout ce temps il n'a pas remarqué. Et ce qui est ennuyeux avec ça, parce que bon, ouais, il était en l'air, Samy, c'est pas grave, c'est le fait que apparemment quand il était dans sa poche, l'aimant, il a eu absolument aucun effet sur quoi que ce soit, mais dès qu'il le sort de sa poche, ça perturbe tous les programmes autour. Et quand je dis tout, en fait, c'est juste les programmes de leur équivalent du jeu vidéo, quoi. Ils sont tous en train de grésiller comme ça, ils disent ah, mais c'est bizarre, cet aimant marche bien. Je me dis, oui, dans un monde entièrement virtuel, tout est électronique, pas seulement les personnages, tout est programmé. Donc ça devrait faire tout grésiller, ça devrait perturber absolument tout autour de toi. C'est ça le truc, vous en avez rien à foutre. Vous utilisez la logique scientifique en vous torchant avec parce que ça vous arrange. Vous n'avez absolument aucune rigueur. Et une fois de plus, c'est quelque chose qui m'intéressait dans les films précédents, c'est que vous essayez tout de même de mettre en place une certaine rigueur sur comment les choses fonctionnent. Sur comment marche la logique de ce que vous mettez en place, ne serait-ce que le film précédent, que j'apprécie un petit peu de ce point de vue-là, même s'ils sont un peu illogiques dans leur façon d'aborder le problème, les méchants du film précédent, leur façon de dépeindre les extraterrestres et le conflit, le contraste avec les vrais extraterrestres est très intéressant du point de vue de la recherche logique. Il y a
quelque chose de pensé derrière ça. Là, c'est juste, oh, c'est de la science, cybernétique, oh, magie, truc, aimant, c'est comme ça nous arrange, quoi. C'est un peu chiant. Ce qui amène donc la confrontation finale, c'est ok, restez derrière nos mois cybernétiques, on va s'en charger. Ils essayent de se battre un petit peu, mais il y a le Scooby cybernétique qui vient pour aider rapidement. On fait durer le combat, histoire de dire, parce que sinon le film serait pas assez long. Et au bout d'un moment, quoi, après une bataille un peu acharnée, il y a Scooby-Doo qui met la main sur le paquet de Scooby-Biscuits et qui n'est pas tout de suite sorti du jeu avec les autres, ce coup-ci. Il faut le temps de les laisser dire au revoir à leur version cybernétique. Et le truc déjà complètement con avec ça, c'est qu'une nouvelle logique scientifico-truc mouche mon cul de cet épisode, de ce film, c'est que trouver la boîte de Scooby-Biscuit et donc réussir le jeu en temps avec humain intérieur, ça détruit le virus. Donc carrément, le virus est détruit. Vous auriez pu jouer sur le fait que Eric aurait essayé de programmer quelque chose contre le virus et que justement, parce que le virus est dans le jeu, ils peuvent pas sortir comme ça. S'ils sortaient, il y aurait des perturbations, un truc comme ça. Je peux vous trouver une excuse rapidement. Je suis en train de réfléchir comme ça. J'y ai pas réfléchi avant. Le virus perturbe le bon fonctionnement du rayon rematérialisateur. Donc ils peuvent pas être rematérialisés à cause du virus. Il a donc programmé un antivirus, mais pour que cet antivirus marche, il y a certains firewalls qui l'empêchent de le faire tout de suite. Et pour qu'il marche, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de l'aventure. Il faut que le jeu soit complété en fait, pour pouvoir rebooter en fait en quelque sorte le jeu et faire en sorte qu'il puisse être totalement défait le virus. Et en même temps, donc on pourra vous sortir du jeu grâce à ça, une fois que vous aurez terminé le jeu. Paf, voilà, je vous donne une explication qui est beaucoup plus sensée, beaucoup plus logique, qui repose pas sur des conneries scientifiques, sans logique, on sort de notre cul juste pour dire ah il faut que ça marche comme ça parce que notre film doit marcher comme ça. En 20 secondes, j'y ai pas réfléchi avant. Et quand vos scénaristes sont nazes et feignants à ce point-là, il y a un problème, hein. L'excuse du cartoon ne marche pas. Enfin bref, voilà, le virus est défait, on n'explique pas la raison, mais il est défait, on est content. Nos héros disent au revoir à leur version du jeu vidéo, et ils reviennent donc dans la réalité pour confronter le grand méchant, le responsable de toute cette pagaille, qui est amené avec des indices un petit peu moyens. Disons qu'on n'a absolument rien mis en place dans la situation, dans le cadre, dans les environnements, pour amener à la réflexion sur qui est responsable. Et donc on va juste partir sur le principe que il y a quelques mots qui ont été dits qui semblent indiquer que. Alors déjà, j'apprécie le fait, et je suis ironique en disant ça, que vous passiez 1 minute de plus dans les 6 minutes qui vous restent à accuser les autres potentiels en disant « Ah, vous aviez des raisons de faire ça si vous le vouliez. » Oui, je me doute. Pourquoi vous dites ça alors que c'est pas eux les coupables et que vous savez qui est le coupable, bande de connards. J'ai pas... Pour faire durer, une fois de plus, et pour finalement pointer Bill. Bill, j'en ai pas parlé, c'est le copain donc qui a programmé un jeu de baseball. Et qui est jaloux d'Eric parce que lui il a été choisi pour représenter le coin scientifique jeu vidéo de l'endroit par Dr Einstein là, et donc il n'était pas content, il voulait lui faire peur et mettre un terme à son projet avant qu'il aille jusqu'au bout. Et la seule raison pour laquelle on l'accuse, c'est que le virus fantôme a dit quelques termes en lien avec le baseball. Ah, je vais faire un strike. Je vais sur la 3e base. Oh, ça veut dire que c'est le fan de baseball qui est responsable. Preuve irréfutable. Genre, non, ouais, bref. Donc, ouais, il est confondu, il dit son plan, j'aurais réussi, si vous ne m'aviez pas empêché. Et ça se termine sur... nos gars qui se retrouvent au restaurant avec Eric pour parler de ce qui se passe, tandis qu'Eric a programmé son jeu sur son ordi portable pour que il puisse essayer ça, Sammy et Scooby, et en allant dans ce jeu-là, ils tombent comme par hasard sur leur groupe même qui sont sur l'écran d'accueil en train de faire coucou parce qu'ils ont conscience que c'est leur équivalent qui sont en train de jouer à eux.
parce que tu montres mon cul, science, quoi. Et Scooby-Doo, qui apparemment est un génie en programmation maintenant, décide de programmer une boîte de Scooby-Squid pour que son équivalent dans le jeu vidéo en mange. Voilà. Voilà. Drôle. C'était pas génial. Non, hein, pas génial. Un film médiocre, honnêtement. Une façon pas globe de conclure cette tétralogie de retour de Scooby-Doo qui termine sur une note un peu aigre. Après, je sais qu'il faut que je prenne ça pour ce que c'est, mais ce que j'apprécie dans beaucoup de configurations Scooby-Doo, comme je dis, c'est pas juste le côté course-poursuite gag, c'est le fait que ça entrecoupe toute une session d'enquête, de recherche, de découverte de l'univers intéressante, quoi. On ne balance pas dans l'action juste pour être de l'action, de l'action, de l'action tout le temps. C'est quelque chose qui me plaît, ça. Ça met en avant plusieurs phases et ça donne vraiment ce sentiment de mériter les moments d'action. Alors que là, on les balance tellement régulièrement qu'ils n'ont pas autant de poids. Après, oui, si on se penche sur le gag en soi, sur le côté cartoon de 85% de ce film, alors que c'est loin de représenter 85% du film, dans une histoire Scooby-Doo habituelle, c'est du cartoon qui majoritairement passe, je fais sourire à quelques moments, mais ça me fait pas sauter de mon siège et... Ah ouais, c'est un film un peu médiocre à regarder comme ça. Je mettrais 8,5, 9, je vais mettre 9 sur 20, histoire de... Mais c'est un film que j'oublierai vite. Et j'ose espérer que on partira pas trop souvent dans ce genre de configuration où on met totalement au second plan toute la phase enquête, recherche, découverte des lieux, découverte de toute la situation globale. Parce que pour moi, c'est super important, ça aide à poser l'accroche. Ne pas faire ça, c'est louper une partie importante de ce qui fait que qu'une histoire Scooby-Doo se suit, à titre personnel en tout cas. Et voilà, donc j'espère qu'on n'aura plus trop ça par la suite et que c'était juste un cas exceptionnel, ce genre de truc où c'est juste on est dans un jeu vidéo, on fait des délires. Ça me rappelle au passage un épisode de Quoi de neuf Scooby-Doo justement, où on a fait la même chose, mais en évitant de créer un grand mystère ultra poussé, et c'était juste un de nos personnages qui devait deviner qu'il était dans un jeu vidéo. On a joué de façon relativement sympathique là-dessus, ça durait 20 et quelques minutes, et c'était nettement plus satisfaisant parce qu'on ne s'attendait pas sur des tonnes de conneries, et on jouait sur cette configuration dans le temps imparti qui était donné. C'était beaucoup plus satisfaisant dans cet épisode de Quoi de neuf Scooby-Doo que dans ce film, vraiment. Ah, en tout cas, voilà, j'ai passé un petit peu trop de temps là-dessus, c'était... ouais, bof, et j'espère que ce sera pas trop comme ça par la suite. On verra bien, à bientôt pour le 5e film Scooby-Doo, bye.